Alors, dans un monde professionnel qui bouge beaucoup, qui va très vite, certaines entreprises repensent leur modèle pour allier performance et engagement sociétal. La France Mutualiste, qui a rejoint d'ailleurs récemment le groupe Malakoff Humanis, est totalement dans cette dynamique. Comment une mutuelle d'épargne peut-elle concilier impact, attractivité, performance et accompagnement de ses collaborateurs? C'est ce que nous allons voir avec vous, Xavier Foncarny-Ribes, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir. Directeur général adjoint en charge des ressources humaines, des instances et de la vie mutualiste chez la France Mutualiste. Alors aujourd'hui, les entreprises à impact positif pour la société, elles attirent beaucoup de collaborateurs dans notre environnement professionnel. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, quelle est la position, la vôtre? Bonjour, merci beaucoup. Peut-être d'abord un petit mot sur la France Mutualiste. Effectivement, c'est une mutuelle qui a plus de 100 ans, 133 ans, et qui fait de l'épargne, et de la retraite. Et on vient de rejoindre effectivement le groupe Malakoff Humanis. On recrute beaucoup et sans trop de problèmes. On a un programme de 500 recrutements pour les 3 ans à venir. Et on recrute pas par hasard. En fait, tout à l'heure, on disait beaucoup, on rejoint le monde de l'assurance par hasard. Chez nous, on ne vient pas complètement par hasard. Il y a vraiment une adhésion avec un projet. Et le projet, c'est effectivement notre mission, c'est en tant que mutuelle, c'est de préparer la retraite de nos clients, de nos adhérents, de les aider dans leur épargne. Et ça, c'est une vraie mission de service public, finalement, une vraie mission sociétale. Et les gens qui nous rejoignent, les collaborateurs qui nous rejoignent, c'est parce qu'ils sont passionnés par cette mission-là. Et ça fait une vraie différence. On a des vraies rencontres. Les recrutements se font après une vraie rencontre. Mais ça, je dirais, c'est l'objectif. Et c'est là où on se distingue. On est une mutuelle et c'est dans notre nom, on en est très fiers. On ne le fait pas n'importe comment. Et ne pas le faire n'importe comment, c'est avoir le temps long. C'est-à-dire vraiment avoir une vision qui soit, on l'a évoqué tout à l'heure, inclusive. On apporte le même conseil à tous les clients, à tous les adhérents. Et cette façon de faire, elle transparaît dans le management au quotidien. Alors j'ai très envie de rencontrer Victor parce que peut-être qu'on peut trouver un poste pour lui. Alors votre marque employeur, c'est Engagés ensemble. Ça a été aussi le sujet de votre dernière convention. Quels sont les piliers de votre stratégie pour donner du sens, ce fameux sens qu'on cherche partout au travail et puis bien accompagner vos collaborateurs? Alors engagés ensemble, on en est très fiers parce que attention à votre micro. Trop bas. Mais non, c'est ça fait un petit peu de. Voilà, là c'est parfait. C'est parfait. Ouais. On en est vraiment très fiers. Du coup, je suis enthousiaste parce qu'elle n'est pas venue comme ça. On a vraiment travaillé avec nos collaborateurs. On a fait des groupes de travail pour dire qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de nous rejoindre. Parce que si vous avez eu envie de nous rejoindre, il y a de fortes chances que ça a aussi de l'impact pour de futurs, pour des candidats qui seraient dans un process d'entretien. Et on a décliné autour de 3 axes qui sont l'attention portée aux autres, on en a beaucoup parlé, je vais y revenir, le sens au travail, et puis la capacité à faire carrière, d'avoir un engagement de long terme. Un engagement de long terme, chez nous, quand on recrute en CDI, il y a de l'ordre de 55% des postes qui se font, de ces postes qui sont pourvus par mobilité interne. Donc rejoindre la France Mutualiste, il y a vraiment cette notion d'engagement, c'est pour du long terme et plus d'un poste sur 2 est pourvu en interne. L'attention aux autres, on en a parlé et je ne vais pas reprendre ce qui a été dit sur la QVCT, mais pour nous c'est fondamental. On a des programmes d'accompagnement des aidants, de parentalité et pour nous on travaille aussi et ça fait sens avec notre partenariat avec le groupe Malakoff Humanis pour les aidants dans le cadre du cancer. Enfin, pour nous, c'est un pilier qui est très important. Et puis faire sens, c'est vraiment, on est une mutuelle. Une mutuelle, c'est un acteur économique qui fait les choses différemment. Et quand on décide, par exemple, au sein de la France Mutualiste, de consacrer plus de 1500 jours par an à la communauté, c'est-à-dire qu'on donne ces 1500 jours aux collaborateurs et c'est à eux de choisir vers quelle association, vers quelle fondation ils veulent les investir. Et puis tout à l'heure, on parlait d'inclusion et il y a un point qui est important, on vient de renégocier nos critères d'intéressement et on a voulu, avec nos partenaires sociaux, dans un dialogue très construit, induire cette notion d'inclusion. Et je crois qu'Annelise, il va falloir qu'on en discute. On a mis dans ces critères d'inclusion pour l'année 2025 le fait que tous les collaborateurs aient eu accès à une sensibilisation au handicap. Et donc on va continuer parce que c'est comme ça qu'on peut faire bouger les lignes. Je vois Annelise qui acquiesce. Vous adoptez aussi une position très volontariste sur l'éducation financière. Comment ça se reflète en interne
Alors d'abord, on a une directrice générale qui est ici, Isabelle Lebotte, qui est une militante de l'éducation financière. Donc si on est très engagé pour l'éducation financière pour nos adhérents, on doit avoir cette symétrie, c'est-à-dire que ce qu'on fait pour les adhérents, la façon que l'on a de le faire pour les adhérents, on veut le faire de la même façon pour nos collaborateurs. Donc la semaine de l'éducation financière, c'est la semaine prochaine. On organise des formations, des webinaires pour nos collaborateurs, pour leur apporter cette compétence et ce savoir-là. Concrètement, on a décidé de mettre en place un programme de retraite supplémentaire pour les accompagner dans la constitution de leur retraite. Au quotidien, ils participent à la constitution des retraites de nos adhérents. En tant qu'employeur, on fait la même chose. Et puis, il y a différentes formations. On entame un partenariat avec une société qui s'appelle Claro, qui fait partie, elle aussi, du groupe Malakoff Humanis, et qui est une application qui permet aux collaborateurs d'avoir les meilleures indications pour les différentes aides auxquelles ils peuvent avoir à faire, comme si finalement on consultait un ou une assistante sociale, sauf que c'est directement sur un outil digital. Pour conclure, la France mutualiste porte en elle un modèle mutualiste à impact. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actions concrètes qui ont été mises en place en faveur de vos collaborateurs? On a parlé de ces 1500 jours tous les ans donnés à la collectivité et au choix des collaborateurs. On travaille aussi beaucoup sur le mécénat de compétences. On a des collaborateurs qui sont dédiés à 100% de leur temps dans des associations, dans des fondations à impact. Et pour nous, je dirais encore une fois, on s'appelle la France mutualiste, donc on a nécessairement de l'impact en France et au travers des valeurs mutualistes. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Alors, du modèle mutualiste au militantisme, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir allègrement. Le militantisme bouge lui aussi, avec lui les attentes des jeunes en matière d'engagement. Et pourtant, les structures mutualistes peinent encore à refléter toute la diversité de notre société. La mutualité repose sur un modèle solidaire et participatif. Son mode de gouvernance est historiquement construit autour de générations, on va dire, un peu plus anciennes. Est-ce qu'il doit donc aujourd'hui se réinventer pour intégrer cette nouvelle dynamique? On en parle avec vous, Sophie Decapelle. Merci d'être avec nous. De la direction du mouvement et du service aux mutuelles à la mutualité française. Absolument. Alors, quels sont les facteurs qui pourraient pousser les jeunes à s'engager dans les causes collectives et pourquoi est-ce qu'ils choisiraient la mutualité? Alors justement, c'est la question qu'on s'est posée. Et finalement, pour y répondre, la meilleure manière d'y répondre, c'était justement d'aller à la rencontre de ces jeunes citoyens, donc pas forcément adhérents mutualistes, mais répartis partout en France sur l'ensemble des territoires. C'est ce que nous avons fait tout au long de l'année, puisque à partir du mois de mars, on a organisé dans 9 régions des forums jeunes qui ont été l'occasion pour nous d'aller les interroger en fait sur ce qui les intéressait, les raisons pour lesquelles ils souhaitaient s'engager, pour quelle cause, et puis accessoirement sur quel sujet de santé potentiellement ils pouvaient être intéressés puisque nous sommes un acteur de protection sociale. Et alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit ces jeunes? Ils nous ont dit que bien sûr, alors que quand on regarde les chiffres, on se dit il y a une baisse de l'engagement, une baisse du bénévolat, qu'on retrouve d'ailleurs dans le secteur de l'économie sociale et solidaire d'une manière générale. En fait, on se rend compte que les jeunes, à l'inverse, s'engagent. Et qu'en effet, c'est plutôt les quadras, les quinquins, voire les sexins, qui s'engagent beaucoup moins, alors que les jeunes s'investissent de plus en plus, s'engagent de plus en plus, ils sont à la recherche de sens, d'une consommation durable, de défense de droits, de causes, et ça les touche beaucoup. Donc, on s'est demandé, très bien, en quoi finalement la mutualité pourrait répondre à cette quête de sens, ce besoin de s'engager, et en fait, l'action sociale, la proximité, la participation démocratique, la possibilité pour chacun de s'exprimer, d'exprimer un point de vue, de participer à une décision, sont autant de facteurs qui motivent les jeunes à s'engager pour permettre à chacun et chacune d'accéder à des droits, d'accéder à sa protection sociale de manière générale. Est-ce qu'il y a quand même des freins à leur engagement et est-ce qu'il y a des solutions pour les attirer, les fidéliser vers la mutualité? Alors les freins à l'engagement,
c'est assez clair, c'est la méconnaissance totale du système de protection sociale. C'est quand même un truc assez nébuleux pour eux. Qu'est-ce que c'est que le système de santé? Comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les acteurs dans ce système? Et comment se positionnent justement les mutuelles, les groupes mutualistes dans cet environnement? Qu'est-ce qu'elles offrent? Qu'est-ce qu'elles défendent, qu'est-ce qu'elles portent. Donc ça, c'est quand même un frein majeur. On ne connaît pas, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a un deuxième frein qui est lié à la manière dont, en effet, sont organisées aujourd'hui nos structures mutualistes. Ça paraît un peu lourd, un peu vieux, un peu désuet. L'engagement, c'est un engagement de long terme. Et on le voit, les jeunes sont engagés, mais ils ont besoin de garder une forme de liberté de pouvoir s'engager ponctuellement sur des projets pour des causes particulières, mais pas tout le temps, pas de manière pérenne, et en tout cas 2 ans, ça paraît énorme. C'est le bout du monde pour eux. Ils n'ont pas le même rapport au temps, c'est sûr. Alors comment est-ce qu'on les attire? Comment est-ce qu'on les fidélise? Alors comment on les attire? On les attire d'abord en allant les voir, tout bêtement, en allant leur expliquer ce que nous faisons, ce que nous portons, en leur expliquant un peu la manière dont fonctionnent les mutuelles, en les formant, en les sensibilisant, en leur proposant justement de s'investir et de s'engager pour des causes qui leur sont chères. Les causes qui leur sont chères, on en a entendu quand même beaucoup parler, l'environnement, la consommation durable, la santé mentale. Il faut quand même se rendre compte que ces jeunes, notamment la crise de Covid, a eu un impact quand même assez fort pour les jeunes. Et ils ont été quand même les premiers à souffrir finalement de problèmes psy. Donc ça, ce sont des causes qui vraiment les intéressent particulièrement. Voilà. Et puis évidemment, en les valorisant aussi. Et la valorisation, c'est pas forcément l'indemnisation ou la rémunération, c'est la reconnaissance, c'est les former, les accompagner dans leurs projets professionnels, mais également personnels. Voilà, autant d'éléments qui permettraient de les attirer dans notre monde obscur. Est-ce qu'il y a une place pour eux dans la gouvernance mutualiste? Oui, il y a une place. Alors c'est toutes les réflexions qu'on est en train de mener aujourd'hui, parce qu'évidemment, on aimerait beaucoup les avoir à nos côtés parce qu'ils apportent beaucoup. Donc on est en train d'essayer d'expérimenter des choses, des cercles, des réunions d'adhérents, des réunions de jeunes, parce qu'on ne parle pas non plus exactement de la même manière à un jeune qu'à un militant qui a de l'expérience. C'est joliment dit. Comment est-ce qu'on adapte l'organisation pour justement mieux les intégrer? Ça fait partie de votre réflexion. On en a beaucoup parlé, les accueillir dans nos instances, mais pas seulement dans des instances, dans nos organisations, des stagiaires, des alternants, inviter aussi des jeunes à participer à nos réunions d'instances, et puis leur donner la parole. Tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup Sophie de Capelle, merci infiniment, merci. Et je vous demande maintenant d'accueillir Renaud Bérivin, directeur RSE du groupe IMA. Où vous voulez, enfin voilà, vous avez l'embarras du choix. Très bien, parfait. Merci beaucoup, merci de m'accueillir pour cet événement. Jean-Luc, tu sais que j'aime raconter des histoires, c'est un peu mon train. Non, je vais être performant, le temps est long, je sais que voilà, ça s'éternise un peu. Donc voilà, moi j'aime bien Groucho Marx, qui est à mon avis un des plus grands philosophes du XXe siècle. Je pense que du coup ça offre à Victor et à son équipe toutes ses chances chez nous, parce qu'effectivement, voilà, il n'y a pas besoin d'abat-jour, il va se révéler, et c'est très bien comme ça. Alors, moi je suis là pour vous parler du plus beau métier de notre secteur. Le plus beau métier du secteur, c'est l'assistance. Voilà. En toute objectivité. Et alors on parle de capital humain, et ben moi je pense que nous on s'intéresse effectivement aux humains, et les terres rares, on s'en fiche. Ce qui n'est pas exactement l'agenda mondial en ce moment. Nous ce qu'on veut, c'est que les humains rares, ils nous occupent. C'est ça qui nous intéresse. Alors qu'est-ce qu'on est? Je pense qu'il y a un slide, je crois, un peu institutionnel. Bon, je vais parler dessus, peu importe. On est une entreprise, moi j'aime bien dire qu'on est une entreprise de conviction.
Le groupe Lima, c'est une entreprise de conviction. Elle a été créée, ah oui, c'est ça, j'ai pas la télécommande, mais c'est pas grave, bah, c'est super. Merci la régie. Une conviction qui date de 1981, bon, ça rappellera des souvenirs à certains. L'assistance pensée d'une façon mutualiste. On a évoqué plusieurs fois le point, là, très récemment, avec des actionnaires importants, la Maïf, la Massif, la Matmut, la Mutuelle des Motards, enfin l'univers mutualiste. Et c'est très structurant pour nous. On le fait, ce métier, avec une certaine philosophie que je résumerai dans une promesse, c'est être présent dans l'urgence et engagé dans la durée. Donc on est effectivement un assisteur du quotidien, je vais donner quelques exemples tout à l'heure, mais aussi dans la durée parce qu'on fait de l'accompagnement. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on est une marque blanche et une des questions du sujet, c'était comment on recrute alors qu'on est une marque blanche et qu'on a des marques très fortes qu'on sert. Donc comment exister comme marque blanche? Alors moi je pense qu'il y a plusieurs sujets, plusieurs forces. C'est l'assistance pour moi, c'est l'assurance en action. C'est-à-dire qu'en fait, on signe des contrats et le jour où on a un pet, il y a un assisteur au bout du fil qui vous aide. L'assistance, c'est pour moi le moment de vérité de l'assurance. C'est un moment où vous êtes vraiment dans la panade. Et vous crochez votre téléphone et il y a quelqu'un, 24/7/7, pour vous aider. Et je pense que c'est un levier pour vous tous de fidélisation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'assisteur, il y a déception. Et si l'assisteur n'est pas au rendez-vous, c'est une catastrophe. Donc on a une exigence de performance dans notre métier. Et ça qui est beau, c'est qu'en fait, il faut le faire de façon juste et performante. Avec un terme que j'aime bien, c'est la vista. Vous savez, la vista. On trouve la juste écoute, le bon moment, et paf, on trouve la bonne solution, au bon moment, adapté aux besoins de la personne. Alors les besoins de la personne, ça peut être un truc incroyable. Par exemple, Jean-Manuel, je te l'ai déjà raconté celle-là, mais imaginez-vous quelqu'un qui s'est fait attaquer par un alligator aux îles Salomon. Vous imaginez ça? C'est une histoire vraie, c'est absolument véridique. La moitié du visage mangé par un alligator. Je vous rappelle que les alligators sont un danger de santé publique révélé, officiel aux îles Salomon. En même temps, vous pouvez avoir aussi une entorse dans un trek au Maroc, vous cassez une jambe à Megève ou à Saint-Gervais. Bon, peu importe. Moi, je ne fais pas de ski, je ne préfère pas, c'est trop risqué. Mais bon, vous avez aussi des besoins de recharger votre batterie en bas de chez vous. Sauf que vous avez un rendez-vous avec un employeur. D'un seul coup, vous êtes un peu stressé, c'est tout bête, mais il y a quelqu'un qui va venir vous réparer. Et puis surtout, ça c'est un truc qui doit plus vous parler à tous, c'est vous êtes sur l'autoroute, avec les enfants, mamie, le chien, vous avez un bateau peut-être à Toulon pour aller en Corse, tout ça, et la voiture fume, etc. Et là, panique à bord, comment vous faites? Nous, on est là pour résoudre le problème. Voilà. Alors, on fait ça par 40 degrés, mais on fait ça aussi sous la neige, tout est possible. On peut aussi intervenir après un orage sur votre véranda, après un orage de grêle, ça fait partie aussi du sport. Et puis par rapport à des choses qui ont été évoquées précédemment, on s'occupe aussi des personnes en situation de fragilité, dans la durée. C'est pour ça qu'on parle de présent et dans la durée. Des gens qui ont subi un traitement oncologique, une hospitalisation, des aidants qu'on aide pour aider les aidés. Voilà, ça fait partie de notre job. Donc l'assistance, c'est très large, c'est très riche, et c'est plein de métiers où la question du sens ne se pose pas. Parce que chaque matin, on sait pourquoi on se lève. On est utile, on se sent utile, et on délivre du service concret. Et ça, c'est notre force. Pour autant, il faut recruter. Et on est dans un système de croissance où on recrute 400 à 500 personnes par an en France. Parce qu'on ne fait pas de offshoring. Donc, recruter 500 personnes en France, et comme on dit maintenant, dans les territoires, c'est ça qu'on dit maintenant? Parce que la province, c'est pas un mot qu'on utilise maintenant, c'est ça. Okay, bon, ok, d'accord, bon, très bien. Bon, disons les territoires, alors. Niort, Limoges, Rouen, Lille, éventuellement Paris.
Mais vraiment, c'est vraiment des mecs comme moi, quoi. Voilà, sinon, c'est pas possible. Mais en fait, dans un modèle aussi très inclusif, parce que c'est notre marque de fabrique, on l'a évoqué plusieurs fois. Et je remercie Madame de France Assureur, parce que nous, on est complètement là-dedans. On a un taux effectivement de personnes en situation de handicap. On ne recrute pas sur CV, on recrute sur les habiletés. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la capacité à répondre à une situation concrète que vit et subit, en quelque sorte, les bénéficiaires. Donc ce qu'on recherche, c'est de l'intelligence relationnelle. C'est, ok, j'ai bien compris le problème. Il n'y a pas de script. On a évoqué ça aussi précédemment. Il n'y a pas de script. Notre chargé d'assistance, il écoute la situation et il se dit « Ah, pap. » Alors oui, effectivement, si la mamie, le chien, le chat, etc., c'est pas la même réponse que si c'est moi qui tombe en panne au bord du périphérique. Rien à voir. Je prends ma carte Navigo, je rentre chez moi, il n'y a pas de sujet. Par contre, il y a des moments où il faut effectivement déclencher des moyens exceptionnels. Donc ça, c'est très important d'avoir cette intelligence de la situation. Et pour vous donner quand même un petit chiffre qui est peut-être passé inaperçu tout à l'heure, c'est une personne assistée tous les 7 secondes. Une personne assistée tous les 7 secondes. Donc vous imaginez l'infrastructure qu'il faut. Hein. C'est 55 000 prestataires dans le monde. Bon, j'ai beaucoup parlé du métier. Désolé, je suis passionné par ça. Il fallait bien trouver une marque employeur. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de quelles étaient nos valeurs fondamentale. Et pour ça, on travaille avec les métiers. Et c'est pas un sujet RH, c'est pas un sujet de com. C'est un sujet de com, de RH et des métiers. Qu'est-ce qui fait notre singularité? Qu'est-ce qui fait qu'on existe en marque blanche pour des grandes marques puissantes? En fait, ce qui nous caractérise, c'est on est un créateur de liens avec vos bénéficiaires. Alors, principalement nos actionnaires. Hein. Mais bon, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de problème. On est open market. Il n'y a pas de sujet. Acteurs de l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que cette boîte, elle est pensée pour l'avenir. Des nouveaux défis qu'évoquaient tout à l'heure d'autres intervenants sur le vieillissement, sur la dépendance, sur le risque écologique et les impacts sur l'habitation, le Big Back Better. Donc on est impliqué dans l'avenir. Attentionné parce que oui, on pense que écouter, ça n'a pas de prix. Et demain, avec l'intelligence artificielle, avoir une vraie écoute humaine, précise, délicate, ça sera un vrai luxe. Donc, il faut en profiter. Voilà. Et puis, impact positif, parce qu'on est conscient des impacts. On est dans un métier par nature carboné. Hein, on fait des dépanneuses remorqueuses, des avions, etc. Bon, pas. Comment on fait pour faire avancer les choses? Alors, on a fait ça avec nos salariés pour vendre la maison, si je puis dire. Alors, pour quel résultat? Alors, Jean-Luc, désolé, je vais citer un palmarès d'un concurrent. Bon, mais voilà. Je sais que tu l'es. On était 24e au dernier classement Capital, meilleur employeur. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, j'étais un référentiel comme un autre. Il y a 3 ans. On était 16e l'année dernière, et maintenant on est 8e. Et on est toujours le premier assisteur de France. Voilà, donc on est très fiers. Voilà. Alors, je vois que j'ai déjà beaucoup dit. Voilà. Et justement, ça tombe bien, regardez. J'en ai la preuve en guise de conclusion. En guise de conclusion, je dirais que on a bien compris qu'on est dans un monde plutôt inquiétant en ce moment. Quoi. Moi, je pense que les champs de l'application de l'assistance, ils sont infinis. Parce que depuis que l'assistance existe, on a épousé toutes les transformations technologiques, sociologiques. J'en sais quelque chose, je suis moi-même sociologue, personne n'est parfait. Comme disait pas Groucho, mais un autre. Je pense qu'on a la chance, nous, d'exercer le plus beau métier du secteur. On le fait avec cœur, avec attention, avec enthousiasme, je pense que vous l'avez senti. Je dirais que nous sommes des solutionneurs tout-terrain. C'est ça qui est assez marrant et rigolo dans le métier qu'on fait, par ailleurs, parce que c'est rigolo. L'utilité sociale, je l'ai dit, ça va de soi, c'est notre truc. Alors, je ne dirais qu'une chose. Parlez de nous autour de vous. On recrute, vous l'avez compris. Parlez de nous. Et sinon, rejoignez-nous, parce que vous verrez du pays.
Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avant de recevoir notre prochain invité avec ce témoignage sur les objectifs et ambitions RH du groupe Matmut. Bonjour Véronique Joly. Bonjour Jean-Luc. Merci de votre présence. Véronique Joly, vous êtes membre du comité exécutif du groupe Matmut en charge de la direction des ressources humaines et aussi présidente de la commission sociale de France Assureur. Le capital humain, c'est le sujet dont on va parler ensemble. Il est au cœur de la stratégie RH du groupe Matmut. Comment travaillez-vous aujourd'hui à renforcer l'attractivité de votre groupe, notamment via la marque employeur ? Oui, alors l'attractivité, c'est un vrai sujet parce qu'il ne suffit pas d'avoir de belles politiques RH, il faut le faire savoir. Et j'entends ça dans attractivité, compétitivité, notre promesse employeur. Alors, on la travaille via une démarche complètement cohérente par rapport à notre territoire de marque pour adresser et servir le plan de recrutement du groupe. C'est à peu près 1000 postes par an que nous offrons sur le marché de l'emploi. Et en complément, c'est à peu près plus de 500 postes ouverts à la mobilité interne. Donc 1500 opportunités à pourvoir et on a besoin évidemment d'aller chercher des candidats, de faire connaître notre projet. Et en interne, cette démarche employeur qui est incarnée par des collaborateurs ambassadeurs qui expriment l'intérêt de leur mission en disant que ça n'est pas juste un métier. C'est le nom de la campagne, pas juste un métier. Absolument, en cohérence avec la baseline du groupe Matmut sur une assurance qui est plus juste pour tous. Et cette incarnation par les collaborateurs, c'est l'effet miroir aussi pour, en interne, notre fierté d'appartenance. Et on vient de recevoir notre baromètre d'engagement 2025 et on a 85% des collaborateurs qui sont fiers de travailler à la Matmut. Et donc, c'est tout ce sujet à véhiculer de façon cohérente et pertinente pour être connu comme un groupe attractif. Le groupe Matmut est engagé dans une dynamique de transformation RH. Quels sont les quelques chantiers ou les grands chantiers en cours pour accompagner cette trajectoire ? Je vais en citer 3, il y en a d'autres, mais 3 majeurs. On est sûr de ne pas se tromper, c'est des fondamentaux. La dynamique sur les parcours professionnels, parce qu'on vient d'évoquer notre capacité à recruter, à créer de l'emploi, mais nous fidélisons aussi, c'est-à-dire que les collaborateurs... Il faut les garder. La plupart des collaborateurs font toute leur carrière à la Matmut ou une grande partie de leur carrière. Donc le sujet de la motivation au long cours, de la proposition interne est un sujet. Et donc on souhaite décloisonner nos filières et travailler cette dynamique de parcours. Et on a déjà effectivement une belle maturité sur le sujet, mais on veut renouveler encore une fois le dispositif. Le deuxième sujet, c'est les systèmes de reconnaissance. Alors souvent, c'est des sujets que les DRH n'abordent pas parce qu'on pense au salaire. Oui, c'est ce que j'allais évoquer. Oui, mais le salaire est au cœur des dispositifs fondamentaux. Et quand on pense à sa mission, à son travail, on pense aussi à sa motivation. Donc on a toute une refonte des politiques salariales avec un équilibre entre un volet collectif, un volet individuel. Et encore une fois, le système de reconnaissance, c'est le salaire, mais pas que, c'est être présent à différents moments du parcours professionnel ou des moments de vie, la parentalité, l'aménagement des horaires, le mode hybride, l'équilibre vie-prix, vie-pro, comme on dit, l'approche aidance, qui sont des sujets aussi qui montent, des sujets sociétaux. C'est du quotidien pour les collaborateurs. C'est du quotidien, et quand l'employeur est là avec des réponses concrètes sur ces sujets, ben là aussi, ça permet d'être présent au bon moment. Et puis le troisième sujet que j'ai envie d'évoquer, c'est la pratique managériale. Là aussi, c'est un fondamental, mais l'entreprise, elle est incarnée au quotidien par le lien qu'on a avec son manager. C'est une mission passionnante, mais complexe. Et notre travail à nous, à la RH, c'est d'accompagner le manager dans toute cette trajectoire. Et c'est ce que nous faisons. Donc voilà, 3 grands sujets du moment. Alors justement, Véronique Joly, sur le sujet du pacte managérial, vous aviez lancé en 2022 un programme avec. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet engagement? Et puis surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'impact concret pour les collaborateurs et les managers.
Oui, alors c'est presque plus qu'un programme parce que c'est un pacte. Un pacte. C'est du gagnant-gagnant, si j'ose dire. Ça a été co-construit avec les 1000 managers du groupe Matmut. Et il s'est agi pour nous de clarifier de façon simple 4 grandes postures autour de la mise en mouvement, autour de la coopération, de la compétence et de la valorisation des compétences, et puis surtout de la communication du sens, pour être porteur de sens en tant que manager. Et en face de ces 4 grandes postures, qui sont déclinées, parce que le pacte s'appelle avec, il y a 5 engagements de l'entreprise pour donner les moyens aux managers d'être dans cette posture de façon le plus confortable possible au quotidien. Alors, depuis, on a un plan d'accompagnement. Alors, c'est beaucoup de formation avec des gabarits différents et faciles d'approche. C'est aussi une animation de communauté managériale, de l'échange et de pratiques entre pairs. Et puis, c'est de l'ouverture sur l'extérieur pour tous nos managers avec des Learning Expeditions et différents dispositifs pour pouvoir être aussi dans cette communauté managériale. On va parler parité ensemble, Véronique. C'est un sujet clé pour beaucoup d'entreprises, y compris pour le groupe Matmut. Vous en êtes où sur cette question ? Alors on en est à un seuil de maturité, si j'ose dire, et pour autant toujours de progrès, parce que le groupe Matmut avait un diagnostic très classique pour l'assurance, un emploi majoritairement féminin, autour de 66% encore de collaboratrices. Donc c'est un potentiel, elles sont formées avec un même niveau de compétences que leurs collègues hommes, et pour autant, elles sont majoritairement présentes dans le collège non-cadre, encore trop peu présentes sur les postes de top management, même si notre diagnostic s'améliore. Oui, on est en progrès. Notre index parité est de 98 sur 100, donc on a au titre de la rémunération, au titre de l'emploi féminin, je dirais, les curseurs équilibrés. Et pour autant, notre politique, justement, parce qu'on a cette maturité, c'est de continuer à se donner des objectifs de progression. Alors, on anime les parcours féminins, mais sans politique de quotas, avec l'ambition d'identifier les bons potentiels de demain dans ce vivier féminin qui est très important chez nous, de les former, d'essayer de lever aussi des freins spécifiques au parcours des femmes, parce qu'il faut bien se dire qu'il y a, si ça résiste un peu comme copie, ça veut dire qu'il y a des modalités spécifiques ajustées. Nous avons aussi des moyens dédiés au titre de la réduction des écarts salariaux et on est en train d'ouvrir ces budgets équité à une logique plus globale, puisqu'on est à ce fameux seuil de maturité que j'évoquais et qu'on a repensé nos politiques salariales de façon globale. Et puis, on a un dernier item dans nos engagements sur lequel on prend de plus en plus de dispositifs, c'est parce que c'est un événement sociétal, c'est les violences domestiques ou conjugales qui ne visent pas que les femmes, mais majoritairement les femmes. Et là aussi, l'employeur Matmut est présent en soutien des collaboratrices si jamais elles devaient connaître ces difficultés-là. Pour terminer, Véronique Joly, en quelques mots, les objectifs et les ambitions RH, bien sûr, du groupe pour les années à venir en synthèse. Alors, en synthèse, toujours être dans cette recherche d'équité, et dans le terme d'équité, je mets la capacité à reconnaître et ce gagnant-gagnant avec une performance collective. Et puis le sujet de la mise en mouvement, parce que... Il faut être en mouvement. Il faut être en mouvement. On a parlé de la transformation Matmut, on est très au clair sur les caps stratégiques qu'on adresse, mais plus largement, on voit bien qu'il y a aussi une transformation exogène. Je pense à l'IA qui va impacter nos métiers du tertiaire et très fortement les métiers de l'assurance. Je pense aussi à la réglementation qui vient aussi cadrer nos activités, et puis tout simplement une activité qui se déforme au titre du dérèglement climatique, et tout ça, ça fait une combinaison d'éléments à adresser, donc une volonté de rester en mouvement. Merci Véronique Joly. Merci à vous. On se pose une question qui fâche parfois. L'entreprise a-t-elle peur des rides ou de la compétence? On en parle avec Frédéric Gesque. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à vous.
Vous êtes présidente fondatrice de Senior for Good, présidente du SCOA, cabinet de conseil expert de la transition démographique, de l'inclusion des seniors et du management intergénérationnel. Alors, il y a des chiffres d'Eurostat qui sont tout frais. Les Français âgés de 55 à 64 ans ont enregistré un taux d'emploi de environ 58% en 2023 contre 64% dans la zone euro. Si je comprends bien, la France, on n'est pas super. On est au 20e rang sur 31 pays européens. Et pourtant, on le sait tous, les seniors ont un savoir-faire, une maîtrise. Bon, voilà, ils ont du vécu. Vous avez fait des études universitaires, vous avez complété votre formation par un HEC Executive Coaching. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans, vous avez quitté votre emploi, vous étiez à la tête d'une ONG et vous avez été contacté par un chasseur de tête pour un autre emploi. Vous cochiez toutes les cases. Donc, vous l'avez eu, ce job ? Bonsoir à tous. Après les jeunes, on va parler un peu des vieux. Je pense que Victor saurait pourquoi j'ai pas eu ce job. Je m'en souviens. On se souvient de ce genre d'expérience. C'était il y a un peu plus de 3 ans en fait. On est en janvier 2022. Moi, je viens d'avoir 56 ans. Je dirige une belle ONG, la Ligue contre le cancer. J'ai accompagné mon président, Axel Kahn, jusqu'à son décès. J'accompagne le successeur. Et puis, j'ai besoin de porter autre chose que cette cause difficile à porter. Et donc, effectivement, je suis contactée par des chasseurs de tête qui sont emballés par mon profil. Je coche toutes les cases, je suis ravie. L'employeur, lui, il n'a pas envie de me voir, en fait. Et donc, il refuse de me rencontrer. Et donc, pourquoi ? Vous l'avez deviné, bien sûr, parce que je suis trop vieille. C'est assez violent. C'est très violent. Ça a été ma première rencontre, en fait, avec l'agisme. Cette discrimination silencieuse qui en fait est, selon la défenseure des droits, la première discrimination au travail encore aujourd'hui. Certainement aussi la dernière discrimination qui est parfaitement acceptée, tolérée par beaucoup d'entreprises, malheureusement. Et c'est vrai, vous avez donné le chiffre des 58,4% de taux d'emploi. Il faut savoir en plus qu'à 60 ans, on a un décrochage très fort. On descend à 38% de taux d'emploi en fait, de la population active en France. Il faut savoir que si vous avez plus de 50 ans et que vous perdez votre job, vous allez rester au chômage 2 fois plus longtemps que les autres, que vous aurez 3 fois moins de chances d'être accueilli en entretien d'embauche, que 81% des ruptures de contrat de travail pour les plus de 50 ans, c'est à l'initiative de l'employeur et non pas l'initiative du salarié. Dans une étude récente, 4 dirigeants sur 10 ont tranquillement d'ailleurs déclaré ne jamais sélectionner, ne jamais embaucher de candidats de plus de 45 ans. Et peut-être quelques seniors parmi nous, parce que 45 ans, ça va vite. Ouais. Et c'est vrai que ce sujet, en fait, on l'a aussi dans l'entreprise, dans certaines entreprises, puisqu'on voit aussi un décrochage de l'accès à la formation, de l'accès à la mobilité professionnelle, aux augmentations, aux promotions, etc. etc. Les talents, ça s'arrête à 45 ans. Donc, effectivement, on a vraiment ce sujet. Et ce qui est terrible, quand même, c'est que il faut quand même se dire qu'on se tire quand même dans les entreprises une balle dans le pied, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de transition numérique, IA, environnementale, etc. On ne parle pas beaucoup de la transition démographique. Vous la connaissez en tant qu'assureur, j'imagine, mais en fait, en tant que dirigeant, en tant que manager, il faut aussi avoir en tête que les choses bougent très vite. Le mur, il est déjà là. La population vieillit extrêmement vite. Dans quelques années, c'est pas dans 50 ans, c'est dans moins de 10 ans, la population active aura en moyenne plus de 45 ans. Il y a de moins en moins de jeunes, désolé Victor, qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, et ça va continuer à se réduire. Et donc, en fait, si on ne prend pas en considération ce sujet, quand on ajoute aussi les réformes successives des retraites, l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, mais en réalité, c'est fou aujourd'hui, d'un point de vue de la performance opérationnelle, de ne pas se prendre en compte ce sujet. Alors, vous avez peut-être vu, certains prospectivistes nous annoncent un talent crunch dans moins de 10 ans. 1,5 million de ressources qualifiées vont manquer dans notre pays. Donc, je vous laisse imaginer l'impact sur la performance économique des entreprises. Si en fait on continue tout simplement à ne considérer nos collaborateurs que jusqu'à 45 ans, 50 ans au mieux. Mais vous n'en êtes pas resté à cet échec, vous n'en êtes pas resté à ce constat. Vous avez décidé de créer Senior for Good pour justement lutter contre l'agisme et le rendre visible auprès de
auprès de la société finalement. Oui, c'est vrai que ça a été ma première action en fait, cette fameuse année 2022. En début d'année, en fait, quand j'ai découvert ça, j'ai voulu comprendre. Tout le monde m'a dit, mais en fait, dans quel monde tu vis, Frédéric? En France, à 45 ans, c'est fini, quoi. T'as déjà de la chance, hein, t'as tenu plus longtemps. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'avais envoyé un appel à témoignages sur LinkedIn. J'ai reçu plus de 1000 témoignages en moins d'une semaine. Je me suis dit, il faut faire un truc. Il manque quelque chose. Finalement, il manque la voix des citoyens, la voix des expérimentés qui ont envie de continuer à contribuer, qui ont envie de montrer en fait qu'ils sont là et qu'ils ont envie de continuer à exister. Et donc, on a créé effectivement cette association citoyenne, Senior for Good, dont l'objet est vraiment de porter une vision positive de l'âge dans le monde du travail, d'écraser en fait ces stéréotypes négatifs qui pèsent aujourd'hui dans notre société et dans notre monde du travail sur l'âge. Donc, on est vraiment une communauté citoyenne. On s'adresse à tous en fait, de façon la plus positive possible. On essaie de porter des rôles modèles. On travaille aussi avec les pouvoirs publics, notamment avec la ministre du Travail aujourd'hui, pour essayer de faire bouger les choses. Et puis vous croyez aussi au rôle du passage entre générations et à l'intergénérationnel. C'est ça la clé peut-être? Oui, ça c'est ma deuxième passion, conviction. J'ai même lâché le salariat parce que j'avais quand même retrouvé un job. Ça, je vous ai pas raconté la fin de l'histoire. Il y a quand même une boîte qui a eu pitié. Et en fait, les pauvres, je suis partie au bout de quelques mois puisque j'ai décidé finalement justement de monter ma société, justement pour essayer d'accompagner, d'utiliser mon expérience aussi de dirigeante et d'accompagner les entreprises à la fois dans l'inclusion des salariés expérimentés, puis surtout dans le dialogue intergénérationnel. Moi, je crois beaucoup à ça, en fait, tout simplement parce que je l'ai vécu. J'ai dirigé pendant plus de 10 ans des organisations d'intérêt général, Réseau Entreprendre, le MEDEF, la Ligue contre le cancer. Et je dis souvent que dans les associations, on a énormément de défauts, mais on a cette qualité-là. Moi, à la Ligue, j'avais 700 et quelques salariés, j'avais 200 services civiques, donc des très très jeunes, et j'avais mes 12 000 bénévoles qui étaient souvent retraités, voire très retraités. Et en fait, animer ce collectif intergénérationnel, c'était d'une puissance absolument énorme. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le savez, on est 4 générations dans l'entreprise. Moi, je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui dans nos boîtes, c'est de porter du commun, d'arrêter d'opposer, de diviser les générations. Est-ce que vous me permettez juste de faire un mini-test en 10 secondes avec le public? J'ai vu, il y a toutes les générations là. J'ai vu les talents de moins de 30 ans, j'ai vu qu'il y avait des boomers, des X, des Y. Allez, juste une question. Qui dans cette salle a envie d'avoir du sens dans son job tous les jours? Celui qui ne lève pas la main. Et qui a envie dans cette salle de s'épanouir professionnellement? Alors on surveille. Eh ben voilà. Vous voyez, il n'y a pas que la Gen Z qui veut du sens. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête un peu avec ces stéréotypes. Tout le monde a besoin de sens. Les besoins fondamentaux au travail, c'est les mêmes qu'on ait 20, 30, 40, 50 ans. Et donc, effectivement, accompagner ce dialogue intergénérationnel, aider en fait nos équipes, nos managers, nos RH, nos dirigeants à orchestrer, animer ce collectif, c'est extrêmement précieux. Merci beaucoup pour cette pugnacité, ce bel exemple. Merci infiniment. Elle a dit vive les vieux. Merci beaucoup. On va retrouver un extrait vidéo de Joanne Renaud, qui est présidente du groupe GPA, et de Magali Siméon, fondatrice de Lily Facilite la vie. Bonjour Magali Siméon. Bonjour Jean-Luc Gambé. Vous êtes cofondatrice et CEO de Lily Facilite la vie. Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises cherchent à améliorer le bien-être et l'engagement de leurs collaborateurs face aux défis quotidiens. Comment leur offrir des solutions concrètes pour mieux gérer leur temps, réduire leur stress et renforcer la satisfaction. C'est précisément la mission de Lily Facilite la vie, une plateforme qui accompagne aussi bien les entreprises que les assureurs en apportant des services innovants et différenciants. Vous allez nous en parler, Magali. Lily Facilite la vie propose une approche innovante pour les assureurs. Pouvez-vous nous expliquer en quoi vos solutions réchauffent la relation client et contribuent également à la fidélisation des entreprises? Un des enjeux, me semble-t-il, des assureurs, en tout cas c'était le cas quand je bossais encore dans le secteur, c'est que la fréquence d'interaction avec nos clients est assez basse. Elle dépend d'un sinistre. Et selon la nature de l'activité de l'assureur, par exemple sur la retraite, c'est plus un sinistre, mais c'est un événement de vie qui arrive très tardivement. Chez Lily, notre mission, c'est d'aider au quotidien à résoudre tous les tracas qui peuvent survenir, à aider à faire face à tous les moments de fragilité. Et donc forcément, il y a plus d'intensité.
Alors, il faut avoir un problème, mais il y a plus d'intensité. Et donc, c'est ce qui va permettre d'améliorer la connaissance client. Je nous vois quasiment comme un outil de fidélisation. C'est-à-dire, quand vous bossez chez des grandes marques en marketing, ils ont des programmes de fidélisation qui leur coûtent beaucoup d'argent. Lily, c'est un programme de C'est un programme de fidélisation qui ne coûte pas forcément beaucoup d'argent et qui permet d'être là au quotidien près de ses clients, de ses assurés et de mieux les connaître puisqu'on remonte de la donnée. De s'installer dans la vie des assurés d'une certaine façon au quotidien, dans leur travail quotidien. Vous êtes aussi dans la prévention du stress et l'accompagnement du quotidien. Concrètement, quels sont les bénéfices mesurables sur ce point de vue-là pour les entreprises que vous accompagnez? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'après une intervention de Lily, le stress, alors on est en déclaratif, le stress baisse de à peu près 3 points sur 10 en moyenne. Et donc, c'est déjà un premier effet. Notre taux de satisfaction est de 4,6 sur 5. Et quand on engage chez un client, on a 30% des bénéficiaires potentiels qui ont créé une plateforme dans les 3 premiers jours. Et après, ce chiffre va en augmentant. Donc ça, c'est des chiffres concrets oui. d'aujourd'hui. Donc votre plateforme, c'est bien plus qu'un simple outil digital. Comment vous accompagnez les assureurs qui nous regardent, les entreprises dans l'amélioration de l'expérience utilisateur et dans leur engagement? Alors, on fait des choses que d'autres ont déjà fait, c'est-à-dire qu'on a une plateforme sur laquelle on accompagne les gens, par exemple, dans leur première fois. La différence, c'est qu'on va être vraiment sur des événements avec une fréquence élevée, puisqu'on n'est pas assureur, on est accompagnateur. Puis après, on va accompagner des chefs d'entreprise ou des DRH en concevant pour eux des programmes d'accompagnement en fonction de la culture de l'entreprise. Puis on va faire des webinaires sur Parcoursup, sur les impôts, puis on va faire des temps forts. Et ça, c'est, je dirais, le socle de l'offre auquel s'ajoutent nos conseillers à qui on peut poser n'importe quelle question. Et par exemple, en ce moment, on a une espèce d'afflux de questions sur les dégâts des eaux. Mais en plus de ça, je dirais que notre métier, c'est aussi l'engagement. Et c'est ça que moi, j'ai découvert ou en tout cas que j'ai creusé sur ces dernières années, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait de l'usage. C'est vraiment quelque chose... De l'usage. Bah oui, ça nous obsède tous les jours. Un service sans usage, ça n'a aucun sens. En tout cas, j'ai déjà fait et je ne trouve pas ça très intéressant. Ce n'est pas le cas. Les chiffres que vous avez évoqués démontrent qu'effectivement, la plateforme est utilisée. Vous avez des cas concrets à nous partager sur l'apport de Lily Facilite la Vie? Alors, je vais prendre des cas plutôt dans le secteur de l'assurance. On travaille par exemple pour un assureur retraite et son cas d'usage, c'était de dire il y a parfois rachat parce qu'il y a un événement de vie et il y a peut-être une alternative au rachat. Et donc, il y a eu un déploiement de la solution Lily sur son portefeuille et avec une indication quand il y avait une volonté de rachat et qui permet, nous, de voir si on peut apporter une aide qui évitera le rachat. Et donc, ça a réduit le taux de rachat sur le portefeuille de cet assureur. Et puis là où on est, je dirais, le plus plugué, c'est dans tout ce qui va être santé et prévoyance collective, puisque faire attention à la santé mentale est devenu une responsabilité des employeurs. Et donc, venir avec une offre qui emmène cette brique-là aussi dans un tout en un, ça fait du sens beaucoup aujourd'hui pour les entreprises. Donc concrètement, c'est quoi? C'est du contenu? C'est des informations? Si je prends Parcoursup, donc sur Parcoursup, vous allez avoir un webinaire avec une experte de l'orientation, mais vous avez aussi des conseillers à qui on le voit, certains écrivent en disant « mon enfant n'a pas eu l'école qu'il voulait, mon enfant n'a eu aucune école, j'ai toujours pas compris comment ça marchait ». Et là, les conseillers vont répondre. Et puis sur la plateforme, vous allez avoir plein de contenus sur comment accompagner un enfant dans ce programme-là. Et autant de sujets vous nous présentez, et à chaque fois, on va produire cet ensemble pour vous accompagner. Donc vous facilitez la vie de l'ensemble des collaborateurs sur l'ensemble des aspects de sa vie quotidienne, pas uniquement sur sa santé, mais sur plein d'autres sujets. Absolument. Je considère que quand il y a un truc qui m'irrite, ça me met du stress. Si je réduis l'irritant, normalement, je préviens sur le stress. Dans un marché de l'assurance, vous le savez, Magali Sémant, en pleine évolution, Lily Facilite la Vie est-elle un atout stratégique pour les assureurs, par exemple dans les appels d'offres auxquels ils sont soumis et dans leurs relations clients? Alors bien sûr, moi je suis convaincue que oui. Je dirais qu'il y a déjà une première brique, c'est que cette présence de proximité, c'est un atout capital sympathie et ça peut jamais faire de mal à un assureur d'être capable d'être là, y compris quand le contrat ne peut pas être actionné. Et donc déjà, il y a cette première dimension-là, c'est qu'on est toujours là. Et donc ça, c'est plutôt positif, enfin c'est très positif. L'autre chose, c'est la capacité qu'on a, nous, d'identifier les moments de fragilité.
Et ça, je sais que dans ma vie d'assureur avant, c'était un sujet. Et donc là, aujourd'hui, moi, je sais quand est-ce qu'il y a un moment de fragilité. Et donc, je peux travailler avec un assureur sur quelle réponse on apporte en dehors de la réponse Lily. Et puis, c'est aussi une façon d'aider à remplir les obligations d'une entreprise. Et pour un assureur, il y a plein de dimensions où quand il aide son client à remplir ses obligations, il s'expose moins en termes de risques et il fidélise ses clients. Et donc oui, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est une offre tout en un qui permet à un assureur d'arriver avec une brique qui est directement opérationnelle, qui se plug sur n'importe quel système sans aucune difficulté et qui va animer, produire de la data, produire du contenu et sécuriser sur les obligations d'une entreprise. Pour moi, c'est gagnant. Magali Siméon, merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bonjour Johan Renaud. Bonjour. Vous êtes président du groupe GPA, vous dirigez une entreprise de recyclage de véhicules. C'est une entreprise qui est dirigée en famille par 3 générations successives, créée il y a plus de 60 ans. Et alors vous êtes passé vraiment d'une casse telle qu'on l'imaginait à une entreprise made in France qui recycle les mobilités en un futur désirable et solidaire. Vous êtes une maison engagée pour le secteur de l'assurance. Racontez-nous, parlez-nous de cet engagement. Effectivement, c'est une longue histoire. C'est une entreprise familiale, vous l'avez dit, de 3 générations. Je représente aujourd'hui la 3e génération en tant que président du groupe, mais je suis accompagné par mes cousins, mes cousines, mais je travaille encore avec mon père et ma tante de la 2e génération. Ça a effectivement été créé par mes grands-parents, il y a un peu plus de 60 ans. Au tout début, c'était une activité très modeste de collecte de déchets de garage, puis petit à petit de collecte de voitures et de recyclage de voitures. Donc c'est bien ça notre métier, c'est un métier de la casse auto, sauf qu'on l'a beaucoup développé, on l'a beaucoup structuré, et depuis le milieu des années 90, on s'est beaucoup questionné sur notre rôle, notre impact, sur le sens qu'on donnait à ce métier. En fait, c'est un métier qui intrinsèquement est un métier du recyclage, un métier de l'économie circulaire. C'était bien de l'écologie avant l'heure, puisque ça n'emportait pas encore le nom dans les années 60. Mais la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut mieux faire ce métier ? Voilà. Comment on peut éviter d'impacter le sol ou l'air ou l'eau ? Comment on peut mieux considérer nos collaborateurs ? Comment on peut mieux intégrer dans notre réflexion le territoire, les citoyens, le monde associatif, les collectivités, les services de l'État. Tout ça, c'est donc une réflexion un peu globale. On peut appeler ça une forme d'écologie intégrale. Ouais. C'est l'idée de dire que d'abord, une entreprise a un impact, elle doit en avoir conscience, et que l'écologie, c'est pas seulement une question d'environnement, c'est une question un peu globale, une question d'écosystème. Donc, par exemple, GPA est une entreprise qui est autonome en électricité. On produit notre électricité avec un mix d'éolien et de panneaux solaires. On est autonome sur les énergies fossiles qui nous permettent de chauffer les bâtiments ou d'alimenter nos chariots de manutention, puisque le gasoil qui sort des véhicules est relié directement à la chaudière ou à une pompe qui permet d'alimenter nos chariots. Il n'y a aucun gaspillage. Voilà, il n'y a aucun gaspillage. C'est un recyclage presque intégral. On est des paysans, on dit que tout est bon dans le cochon, mais dans la voiture, c'est exactement pareil. On peut tout réemployer, recycler ou valoriser dans les automobiles. Vous êtes engagé pour le secteur de l'assurance. En fait, on intervient à 2 niveaux auprès des compagnies mutuelles d'assurance. Tout d'abord, on intervient dans la collecte, la prise en charge de leurs véhicules en perte totale. Donc on va dire que ça c'est l'amont. Pour nous c'est l'amont, pour eux bien sûr c'est l'aval, mais on va chercher ces véhicules le plus rapidement possible et on les stocke chez nous de manière sécurisée. Puis ensuite, on va poser un process de démontage, de recyclage, produire des pièces de remploi. Et de nouveau, on va être dans ce cas-là, fournisseur de la compagnie d'assurance, ou en tout cas de son réseau de réparateurs, puisqu'on va alimenter les réseaux de réparation avec des pièces de réemploi. Et ces pièces de réemploi vont permettre de réparer des véhicules qui sont en fait couverts par l'assureur. C'est parfait, ça fonctionne. Ça veut dire qu'ici aussi, on parlait d'une économie circulaire liée à mon métier, mais on est bien dans une relation d'économie circulaire entre l'assureur et son recycleur, mais également bien sûr l'expert, le réparateur. Vous donnez donc aux assureurs avec qui vous travaillez
en plus un bénéfice économique et un bénéfice d'image? En fait, cette pièce de réemploi, elle a plein de vertus, à peu près toutes les vertus. C'est-à-dire qu'elle est effectivement moins chère qu'une pièce neuve. Elle est écologique dans le sens où elle pollue beaucoup moins. On n'a pas à extraire des nouveaux matériaux, on n'a pas à émettre de CO2 pour la fabriquer. Et puis elle est sociale, elle fait travailler une main-d'œuvre française. Le groupe GPA, c'est 300 salariés qui travaillent dans nos usines. Et donc elle est vertueuse intrinsèquement. Mais c'est pour l'assureur également un moyen donc, de maîtriser ses coûts sinistres. Si l'assureur maîtrise ses coûts sinistres, bon, c'est au service de sa performance financière, mais c'est forcément au service aussi de ses assurés qui vont pouvoir bénéficier de primes d'assurance dont les prix seront les plus mesurés possibles. Et puis, c'est également un bon moyen pour l'assureur de prouver, en interne comme en externe, vers ses clients, mais aussi vers toutes ses parties prenantes, qu'il agit concrètement pour la planète. Alors ça tombe bien, il a un déchet, ces véhicules en perte totale, et on les transforme en une ressource économique et une ressource d'image. Alors, comment est-ce que vous donnez cette impulsion pour transformer une image négative qu'on a souvent du recyclage, une filière un peu du passé, en une filière d'aujourd'hui qui est finalement très ancrée dans Trade 2025 et au-delà? Je pense qu'en ce qui concerne notre groupe, on est porté par notre histoire familiale. C'est 6 décennies de petits pas, d'itération, qui nous ont permis de construire quelque chose de solide. Mais on incarne beaucoup les valeurs qui nous ont été transmises par mes grands-parents, des valeurs d'humanisme. Je pense que ça, c'est un moteur essentiel. Cette incarnation, elle permet à la fois de recruter, de fidéliser nos collaborateurs, mais aussi de construire des partenariats durables avec toutes nos parties prenantes, dont les assureurs, mais aussi les réparateurs, les experts automobiles. Cette impulsion, c'est aussi un esprit besogneux. On est des gens de la terre et c'est vrai que... Dans la Drôme, hein. Dans la Drôme, effectivement. On est travailleurs, on est engagés, on est enthousiastes, on est optimistes. Et puis, quelque part, l'histoire finit par nous donner raison. Effectivement, nous étions une casse auto. On imagine immédiatement un terrain vague, des chiens, des barbelés, etc. En fait, on a construit une industrie. Aujourd'hui, le monde a besoin de changer. Le monde change et a besoin de changer. Et GPA est un acteur parfaitement positionné sur ces sujets environnementaux et sociétaux. Au point d'être multi-récompensé, multi-labellisé. Bravo et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Simon Blaquière. Bonjour. Vous êtes directeur du Generali Climate Lab. Alors les assureurs ont historiquement basé leurs analyses sur les données passées. Avec l'accélération du changement climatique, forcément le Generali Climate Lab s'adapte. Il a été créé il y a 10 ans et vous mettez en place de nouvelles approches pour mieux anticiper l'avenir. Votre équipe réunit beaucoup de métiers, des actuaires, des data scientists, des hydrologues, des cartographes et même des experts en sciences politiques. Comment ces expertises complémentaires permettent-elles d'améliorer la compréhension et la prévention des risques climatiques? Si on regarde les stats France Assureur, on est à 5 milliards de dommages dus aux risques climatiques, dus aux tempêtes, dus aux inondations, aux sécheresses par an sur cette décennie, la décennie 2020. On était à moins de 3 milliards sur la décennie précédente. La première cause de cette évolution, de cette augmentation très significative, c'est, vous l'avez dit, c'est le changement climatique. Et donc on se doit, nous assureurs, on est en première ligne face à ces catastrophes naturelles, de mieux les modéliser, de mieux les comprendre. Je vais prendre des exemples concrets. Si on regarde 2022, il y a eu un événement majeur, c'était les grêles du printemps. 5,9 milliards à l'échelle du marché de l'assurance en France, c'est énorme. Et la grêle, justement, ça devient assez consensuel dans les publications scientifiques et c'est grâce à ces fonctions que vous avez citées, ces climatologues nous permettent de mieux comprendre la dynamique de ces phénomènes météorologiques. On est sur des tendances entre plus 3 et plus 7% par an en plus de l'inflation. Donc il faut qu'on arrive à mieux comprendre la dynamique de ces risques naturels. Si je prends un autre exemple, on avait en fin d'année 2024, il y a eu l'ouragan Chido à Mayotte. Bien comprendre la dynamique de ces événements est clé. Ce sont
des ouragans, des cyclones dans l'océan Indien qui sont extrêmement intenses, pour lesquels on a des vitesses de vent qui dépassent les 250 km/h. Comprendre qu'on peut avoir ça sur les expositions de nos territoires ultramarins, notamment des territoires sur lesquels on est très présent, généralise, c'est extrêmement important. À 250-300 km/h, les taux de destruction, la destruction des biens est extrêmement importante. Donc comprendre ces phénomènes météo, comprendre leur intensité, leur fréquence et leurs dérives du fait du changement climatique, c'est ce à quoi les travailleurs, les actuaires, data scientists, climatologues, hydrologues contribuent à nous aider. Alors traditionnellement, les actuaires analysaient principalement les données historiques, mais comment leur rôle évolue aujourd'hui avec l'intégration de nouvelles disciplines et puis l'utilisation de modèles prospectifs ? Alors les actuaires deviennent très complémentaires à ces fonctions, à ces scientifiques, climatologues. Nous, on parle d'actuaire 2.0. L'actuaire 2.0, c'est un actuaire enrichi, augmenté de la data et de l'intelligence artificielle. Quelques exemples concrets de leur complémentarité avec un climatologue, par exemple. Ils vont passer leur temps à analyser ce qu'on appelle la vulnérabilité. Comment expliquer qu'une maison est plus ou moins endommagée ? Quels sont les facteurs qui expliquent cette vulnérabilité ? Je reprends quelques exemples. J'avais cité la grêle, qui est un des périls qui est le plus sensible à la dérive climatique. L'essentiel de nos dommages, ce sont des dommages sur les toitures, évidemment, et les voitures. Si on regarde les toitures, il y a des éléments qui sont plus vulnérables que d'autres. Et ça, c'est toute l'intelligence data assurantielle de l'actuaire qui, couplée à l'analyse climatique, va nous permettre d'être meilleurs dans la compréhension. Donc, je reprends l'exemple de la grêle, les toitures. Un panneau solaire, c'est sensible à la taille des grêlons. Quand on va modéliser des grêlons qui vont être à plus de 5 cm de diamètre, on sait que le potentiel destructeur du panneau solaire est plus élevé. Idem si on regarde les Velux. Les types de toits, les tuiles ou les ardoises ne réagissent pas pareil. Donc ça, c'est le travail de l'actuaire enrichi de la data qui va venir se combiner et enrichir notre modélisation. D'où l'actuaire 2.0 que vous avez très bien expliqué. Vous avez intégré dans le Generali Climate Lab des actuaires, donc des experts en sciences politiques, j'en parlais tout à l'heure, des experts en hydrologie, en hydraulique, en cartographie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret où ces disciplines ont vraiment permis l'amélioration d'évaluation des risques climatiques et donc la gestion des sinistres ? Oui, si on prend l'analyse classique actuarielle, on a 10-15 ans de données. C'est insuffisant pour modéliser des événements extrêmes. Et donc, les climatologues, ils vont utiliser des modèles climatiques. On a une thésarde dans l'équipe qui travaille en partenariat avec le laboratoire, le LSCE, le laboratoire du sciences du climat et de l'environnement à Paris, et qui nous donne des éléments de modèle, qui nous donne des ensembles de données pour mieux comprendre comment est-ce que le climat évolue, comment est-ce que les tempêtes peuvent survenir. Je vais prendre un deuxième exemple extrêmement concret. L'essentiel de nos dommages en inondation, c'est avec des hauteurs d'eau moins grandes que 50 cm. Donc, il devient assez critique de comprendre quelle est la dynamique de l'inondation. Donc ça, c'est avec des hydrologues, des hydrauliciens, pour comprendre quelle est la hauteur potentielle qu'on aura dans les maisons en cas d'inondation. Et donc, pour mieux prévenir ces sinistres, pour donner des moyens de prévention, on estime les hauteurs d'eau potentielles et donc ça permet au client, à l'assuré, de se protéger contre son potentiel d'inondation. Face à des événements de plus en plus imprévisibles, comment est-ce que vous accompagnez la transformation des méthodes de travail dans l'assurance ? Est-ce que vous pensez que le secteur est suffisamment prêt justement à investir dans ces nouvelles expertises qui semblent indispensables ? Alors en tant qu'assureur, on est en première ligne face aux événements climatiques. Et notre raison d'être d'assureur, c'est d'assurer. Donc il faut qu'on parvienne à maintenir l'assurabilité. Il y a 2 conditions pour maintenir l'assurabilité. La première, c'est continuer d'investir dans des fonctions nouvelles, des fonctions scientifiques pour mieux mesurer, quantifier, estimer les risques climatiques, premièrement. Et deuxièmement, c'est d'investir sur la prévention. On a effectivement dans les équipes des gens qui viennent de profils un petit peu plus administration, qui nous permettent de mieux comprendre aussi comment on va financer cette prévention grâce au partenariat privé-public. Merci beaucoup. Merci. Pour nous accompagner dans la présentation des prochains palmarès, merci d'accueillir Vincent Lelon, président d'Aliane, et Jean-Luc, évidemment, qui nous rejoint sur scène. Bonjour.
Bonjour à tous. Ça marche? Oui. Je suis ravi d'être là pour participer à la célébration des talents de l'assurance et puis aussi à vous parler un peu d'Allianz. Allianz, c'est une entreprise toute récente qui a 1 an et demi et qui assiste les acteurs de l'assurance dans la transformation de leur modèle opérationnel. Alors, pour faire ça, on a notamment développé un nouveau concept qui s'appelle l'alter ego. Et pour vous expliquer l'alter ego, je vais vous raconter une très brève histoire. Je pense qu'il faut qu'elle soit brève. C'est l'histoire de Béatrice, Roger, Gaëtan et Hugo. Béatrice, la directrice, veut transformer son entreprise. Pour ça, elle va s'appuyer sur son management. Et elle a raison. Elle croise Roger, le manager, elle dit à Roger, « Roger, je compte sur toi pour transformer ton périmètre. » Roger considère ça comme valorisant, mais légitime, il est manager quand même. Sauf que très vite, ça va lui poser 3 problèmes. Premier problème, il n'a pas la bande passante. Il est à 100, voire 120% sur ses tâches opérationnelles. Deuxième problème, la transformation, il ne sait pas très bien comment ça marche. Et du coup, il a un troisième problème, c'est que la transformation, ça lui fait un peu peur. Alors, voyant ça, Béatrice, la directrice, qui est une convaincue de la transformation positive, c'est-à-dire celle qui réussit, mais qui aussi préserve et fait grandir ses collaborateurs, dit « J'ai compris, on va t'aider, on va faire venir Gaëtan le consultant ». Arrive Gaëtan le consultant, et Gaëtan le consultant, il travaille d'arrache-pied avec Roger le manager pour redéfinir sa cible, construire sa stratégie de transformation, définir sa trajectoire de transformation, déployer les outils de pilotage et de planification qui vont bien, bref, un super boulot. À la sortie de ça, Roger le manager, il a un beau plan d'action, des belles présentations, des beaux outils, mais il n'a pas commencé à transformer. Et il a même plus de boulot qu'avant parce qu'il a sur le dos Béatrice, la directrice, qui regarde s'il transforme bien son périmètre, puis à côté, il y a Gaëtan le consultant qui regarde s'il applique bien son plan de transfo. Moralité, le pauvre Roger le manager, il n'a pas commencé à transformer, il a plus de boulot qu'avant. Et bien nous, on a créé le poste de Hugo l'alter ego. Hugo l'alter ego, il constitue un binôme avec Roger le manager. Ce binôme se partage et les tâches opérationnelles et les tâches de transformation. Hugo, c'est pas un coach, c'est pas un consultant, c'est pas un manager de transition, mais c'est un peu des trois à la fois. Hugo et Roger, ils travaillent ensemble pour réussir cette phase de transformation, et une fois que c'est fait, Hugo s'en va. Roger, le manager, reste aux manettes de son entité transformée, en ayant en plus grandi sur l'appréhension de la transformation. Voilà, donc c'est ça, Hugo l'alter ego. Hugo l'alter ego, c'est un atout nouveau au cœur de votre transformation, c'est un talent au service de vos talents. Je vous remercie, fin de l'histoire, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Et nous passons au palmarès ressources humaines, Jean-Luc. Avec Vincent Le Talent, on va l'appeler. C'est moi qui donne les casquettes. Vincent Le Talent, si tu veux. Alors, on découvre le palmarès ressources humaines. Ah, voilà, avec 7 personnes, s'il y en a quelques-unes dans la salle, qu'elles nous rejoignent très vite. On a un tout petit peu de retard sur le timing. Allez, est-ce qu'on a des responsables, des directeurs, des chargés de ressources humaines? Oui, on en a quelques-uns, on en a 4. Qui veut répondre à ma fameuse question que vous ne connaissez pas à l'avance? Alors, qui s'y colle? Qui s'y colle? Ok. Allez. Alors aujourd'hui, tout est augmenté. Enfin, j'ai pas dit tout le monde est augmenté, mais tout est augmenté. Le gestionnaire est augmenté par la technologie, le juridique est augmenté. Et une question simple, le RH, lui, est-ce qu'il est augmenté de la technologie? Oui, il y a vraiment plein de leviers de transformation sur l'IA, notamment sur tout ce qui touche à la formation. Parcours aussi, parcours collaborateur, non? Parcours collaborateur, mais déjà la formation, c'est un vrai gain de temps, parce que nous, on travaille beaucoup sur le développement des compétences et sur le partage d'expertise. Et aujourd'hui, on teste des modèles d'IA qui nous permettent de gagner un temps fou pour pousser vraiment du contenu, qualité, et vraiment, on a envie d'embarquer. Après, bien sûr, le parcours collaborateur. Et après, bon, nous, on reste une petite PME, mais il y a aussi des outils aujourd'hui qui permettent d'analyser beaucoup plus rapidement toute la data, données collaborateurs, comme on peut le faire pour nos clients. Donc, bien connaître aussi nos clients. Donc, tout le monde regarde derrière, c'est pour ça. Bravo, félicitations. On vous applaudit. Vous avez les casquettes pour la photo. Souriez, vous êtes filmé. Si vous avez envie de la mettre, vous la mettez. Si vous n'avez pas envie, vous ne la mettez pas. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît. Et voilà, pour vous encourager, bravo, vous êtes beaux. Et on vous... vous la mettez pas. Allez. Merci. Merci beaucoup. Bravo, et allez, bravo. Merci. On en vient, Jean-Luc, maintenant au palmarès RSE. Voilà, on va accélérer un petit peu, on a un petit peu débordé. Palmarès RSE, nous avons 5 personnes qui font partie du palmarès. Il y en a une d'entre elles, on les applaudit.
Alors, pendant que ces personnes arrivent, voilà, on a 2-3 personnes qui arrivent. Vous savez que sur l'assurance en mouvement, notre site, on a une rubrique assez importante et fournie sur vos engagements sociétaux et environnementaux. On en parle. Bravo, félicitations, on peut vous applaudir. Qui veut le micro? Qui veut le micro pour répondre à la question qu'il ne connaît pas? Hein? Ok. Mahaman, vous êtes prêts pour la fameuse question? Non, c'est tout bête ce que je vais vous poser. On a un acronyme qu'on utilise beaucoup, hein, en termes de com, souvent. RSE, hein, vous connaissez. Il y a bien évidemment la dimension environnementale dans vos engagements, mais le S, est-ce qu'il n'est pas un peu encore le parent pauvre des engagements RSE des entreprises du secteur? Alors effectivement, en fait, il y a un prisme vraiment très environnemental dans la RSE, surtout dans le secteur financier, un peu comme nous. Parce que, pour faire court, hein, j'ai compris qu'il fallait faire court, parce que pour faire court, c'est plus facile. Il y a plus de mesures, il y a des métriques, l'empreinte carbone ou autre. Et en fait, c'est très important. Mais effectivement, il y a toujours cette volonté, nous en tout cas, et je pense que c'est la même chose pour tous les gens qui sont sur scène, on essaie toujours de rééquilibrer un petit peu, mais effectivement, c'est un vrai enjeu et ça passe par plus de data aussi, plus de mesures pour être plus actif, en fait, pour pouvoir mieux le mesurer, parce qu'on aime la mesure dans l'assurance. Ouais, un peu trop peut-être, non? Un peu trop, oui, parfois. Qui veut répondre à cette question? Claire, peut-être, non, sur le S? Peut-être? Je pense que par essence, le secteur de l'assurance est très porté sur le S. On revient vraiment aux fondamentaux de ce qu'est le métier d'assureur et sa dimension humaine notamment. Il y a encore et toujours des progrès à faire, c'est une certitude, mais il y a quand même de plus en plus d'actions qui vont dans ce sens et on peut s'en féliciter et continuer d'aller dans cette direction. Merci de vos réponses. Bravo à vous. Merci beaucoup. Félicitations. Les casquettes. Ah oui. Récupérez vos casquettes Récupérez vos sur la route casquettes. surtout. Soyez sur la photo si vous avez envie. Voilà. Voilà. Je rappelle que vous serez, si vous le souhaitez, interviewé également sur l'assurance en mouvement. Et on vous donnera nos colonnes pour que vous puissiez parler de vos métiers, de vos convictions et de vous. Merci encore, bravo. Bravo. Et dernier de cette séquence palmarès, système d'information, technologie et digital. Ah, on dit A. Avant-dernier, c'est ça, non? De la séquence. De la séquence, ok. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut découvrir ce palmarès où nous avons 7 personnes qui sont... 8, pardon, qui sont dans le palmarès. On peut les applaudir. Système d'information, technologie, digital. Bravo. Qui est présent? Allez, tout le monde, voilà. hein, Presque. Oh oui, ça va. Ouais. Félicitations. Bravo. On est vraiment content. On est vraiment content que vous soyez parmi nous. Vous serez interviewé si vous le voulez après cet événement sur l'assurance en mouvement. Ouais, déjà sans qu'il y ait une courageuse. Alors vous qui êtes globalement êtes dans la techno au quotidien, hein, si j'ai bien compris, c'est ça? Système d'information en technologie digitale. C'est quoi l'évolution majeure de votre métier là, dans les semaines, dans les mois qui précèdent ou dans les jours qui ont précédé cet événement? Emmanuel? Si je dis l'IA, ça fait vraiment bateau. Ouais, il n'y a rien d'innovant. Je vois qu'il y a de l'IT, du digital, il y a pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qui bouleverse votre métier en ce moment, à part l'IA, bien sûr? À part l'IA, j'ai envie de dire que maintenant, l'idée, ça va être de combiner justement l'ensemble de nos métiers avec l'IA. Et l'articulation, en fait, entre les deux? D'essayer d'en faire quelque chose de pertinent pour le métier et puis... pour l'entreprise? Pour l'entreprise. Et les clients finaux aussi, je suppose? Les clients finaux, et avec la dimension qu'on évoquait juste avant, le S peut-être, du coup le premier S, l'environnement. Le premier, ouais. Voilà. Qui veut répondre à cette question? Quels sont les éléments nouveaux d'aujourd'hui dans votre métier? Le contexte géopolitique. Moi, je travaille dans le milieu du coup de la cybersécurité. Ouais. Et forcément, tout ce qui est en train de bouger en ce moment dans le contexte géopolitique fait qu'on a des recrudescences de cyberattaques. Donc, en ce moment, c'est ça qui va beaucoup nous occuper. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous félicite encore 1000 bravos.
Tenez, faites passer. Ah, ça y est, tu les avais déjà. Ah, bah, c'est parfait. On fait un beau duo, merci. Bravo, vous les mettez? Ouais. Allez, un petit essai. Bravo. Merci Allez. encore à vous, félicitations d'avoir été sélectionné par le jury, par le marché et après par le jury. Allez, on va voir ensemble quelle recette pour transformer, améliorer peut-être l'image de l'assurance. Regardez. Bonjour Ralph Rumi. Salut Jean-Luc. Vous êtes cofondateur d'Achille, vous dirigez Achille aujourd'hui, et vous êtes dans le secteur depuis très longtemps, si je ne m'abuse. On le sait, Ralph, vous adorez cette industrie. Oui. L'assurance, malheureusement, n'est pas une industrie qui fait rêver. Comment peut-on, Ralph Rumi, mettre en avant l'attractivité de l'assurance et ses métiers? Comment peut-on faire? Ouais. Alors je pense que c'est pas très difficile de le faire. Parce qu'en fait, il y a tellement de métiers différents dans l'assurance que tout le monde peut trouver sa place. Moi, j'ai rarement trouvé un environnement où on peut faire des maths, des stats, de la tech, de l'IA, du sinistre, de l'actuariat. C'est vraiment de l'assurance vie, l'assurance VRD. Une diversité incroyable. La diversité est incroyable. On peut vraiment tout faire. Donc, on s'amuse tout le temps. Moi, tous les jours, je fais des nouvelles choses et je me dis quelle chance j'ai de travailler dans cette industrie-là. Et je pense qu'il faut un peu casser les codes et casser cette image d'assurance un peu vieillot ou assureur. Un peu austère un peu plus austère. Un peu austère. Et je pense qu'on a trop morcelé pendant trop longtemps. Chacun avait sa place et devait faire sa petite partie du jeu ou sa petite partie de son boulot. En fait, là, maintenant, on essaie d'ouvrir et que chacun puisse faire un peu plus de choses. Et donc, c'est sûr que c'est un peu embêtant si tu fais que du sinistre toute la journée, si tu fais que du sinistre à habitation et que tu fais que la convention IRSA ou Hydra. C'est sûr que c'est un peu embêtant, mais si on arrive à ouvrir l'ensemble des possibilités, c'est déjà mieux. Montrer qu'on est capable de s'amuser dans ce secteur-là. Donc, nous, on essaye de le faire. On le fait, je pense que ça se voit qu'on s'amuse vraiment. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux? On peut être sérieux sans se prendre au sérieux, il faut surtout être sérieux parce que c'est très sérieux l'assurance. C'est très sérieux, c'est un métier très sérieux avec des risques très sérieux. importants. Il y a beaucoup de risques, on engage la vie des gens, la santé des gens, les biens des gens, donc il faut qu'on fasse attention. Mais ce n'est pas parce que c'est sérieux qu'on doit se prendre vraiment au sérieux et on doit vraiment faire les choses le mieux possible. Ralph Rumi, vous incarnez dans le secteur un modèle performant, celui d'Achille. Achille a un peu plus de 4 ans d'ailleurs et vous attirez des talents, de très nombreux talents. Comment faites-vous? Alors, comment on fait pour attirer des talents? Déjà, pas mal par notre communication. Donc, on a une communication un peu décalée, un peu différente, qui au départ a pas mal choqué. Où les gens se disaient, mais qu'est-ce que ça a choqué le monde de l'assurance? Ça a choqué le monde de l'assurance, pas mal. Et aujourd'hui, ils se disent, finalement, c'est pas mal. On se fait pas mal copier, donc c'est bien. Quand tu commences à te faire copier, c'est que ça. C'est bon signe. C'est que c'est bon signe, ça commence à marcher. Mais en fait, ce qui a marché, c'est qu'on se force pas. On voit vraiment qu'on aime ça, on voit vraiment qu'on aime les gens, on voit vraiment qu'on aime nos collaborateurs, on est vraiment authentique. Et donc, les gens le voient et je reçois énormément de demandes sur LinkedIn de gens qui disent ça a l'air sympa chez vous, comment on peut travailler. C'est comme ça qu'on les attire. Et on les attire pas trop par les écoles et autres parce qu'ils ne nous connaissent pas. Alors, moi, j'ai eu des expériences un peu bizarres où je suis intervenu dans une conférence dans une école où le thème c'était l'InsurTech. Et on était 5, les 4 profs, aucun connaissait Achille. Le thème, c'était l'InsurTech. Donc, on n'est pas une grosse compagnie d'assurance, mais en termes d'InsurTech, on est un peu connu. Ouais. Je trouve qu'il y a ce manque de connaissances dans les écoles ou autres par rapport aux jeunes sur les possibilités et les nouveaux entrants. Ça serait bien qu'on leur explique un peu... dans le détail, un peu comment ça se passe. Au-delà du baby-foot, peut-être, non? Voilà, chez nous, il n'y a pas de baby-foot, il n'y a pas de télétravail. Donc, on peut dire comment tu les attires avec des faits du baby-foot, du télétravail, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas du tout dans ça. Nous, on est dans l'esprit d'équipe, la famille, un lien fort entre les gens. Et c'est ça. La solidarité, probablement. La solidarité, quand ça va bien. C'est important de dire quand ça va bien, mais c'est important de dire aussi quand ça va mal. Mettre en avant les talents avec des choses comme vous faites aujourd'hui, c'est la première des talents de l'assurance a eu un impact très fort chez nous. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. On s'y attendait même pas nous. On l'a fait parce que ça nous semblait normal de mettre en avant les gens. Et en fait, il y a eu un impact pour nos collaborateurs internes et un énorme impact pour les collaborateurs externes qui se sont dit c'est bien ce que vous avez fait par rapport au talent que vous avez chez vous, on aimerait bien postuler. C'est quoi un talent chez Achille? C'est un bon CV, c'est un super compte LinkedIn avec plein de photos très sympas.
Alors, j'avais choqué pas mal en disant qu'on regardait pas trop le CV quand on arrive chez Achille, mais c'est plutôt vrai. Moi, je m'en fous de savoir ce que tu as fait avant, je veux savoir ce que tu vas faire chez moi. Donc, bien sûr, on prend des compétences, donc on s'assure que la personne a les compétences. Donc, on envoie un test quand on recrute quelqu'un. S'il le fait vite, avec enthousiasme et bien fait, il a le mindset pour travailler chez nous. S'il s'en fout et qu'il m'a raconté que c'était le roi du monde et qu'il avait 900 diplômes et qu'il avait travaillé dans les plus grosses boîtes du monde, ça ne m'intéresse pas. Donc on regarde vraiment pas le CV, on regarde qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter et surtout son mindset, est-ce qu'il a envie de rejoindre une aventure comme la nôtre. Ça paraît beau comme ça sur LinkedIn Achille, mais c'est compliqué de travailler chez Achille, c'est dur. On est 57 collaborateurs pour 600 000 clients, on a nos propres outils de gestion, nos propres outils de sinistre, on fait tout. Donc vous êtes une mini compagnie d'assurance, ça aussi, pour ceux qui ne vous connaissent pas trop. On est une grande compagnie d'assurance mini, avec beaucoup de clients. Maintenant 600 000, ça commence à devenir mais en taille d'effectifs, on est très peu. Du coup, c'est beaucoup de travail pour tout le monde. Donc tout le monde, c'est à flux tendu assez régulièrement, donc on a vraiment besoin d'aimer ça. Et donc, c'est une famille, en fait. Soit tu es dans la famille, avec la famille, il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas. Des fois, on va bien, des fois, on va pas bien. Mais on fait des concessions et tout le monde avance dans le même sens. Une famille avec des compétences dures, sur certains métiers, des compétences douces, vous l'avez évoqué, Ralph, et puis un mindset, un état d'esprit. C'est vraiment le plus important de tout. Si tu n'as pas le mindset, par exemple, chez nous, le télétravail, il n'y a pas beaucoup de télétravail. C'est 1 jour par semaine et 80% des gens ne le prennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de venir. Ils ont envie de venir et ils se disent quand je viens pas, je rate quelque chose. Et c'est ça qui est important. La petite phrase à la machine à café, on fait très peu de réunions, mais par contre on se parle tout le temps, on peut s'interpeller c'est un énorme open space, on peut s'interpeller, se voir. C'est vraiment cet esprit d'équipe. Alors moi, vous me voyez toujours habillé en Achille, mais vous arrivez dans les bureaux, pratiquement tout le monde est habillé en Achille et on les force pas. C'est vraiment les gens ont besoin de cette identité-là. Vous avez la bonne recette, Ralph Rumi, mais pour terminer, c'est quoi la recette pour transformer l'image de l'assurance, pour garder et attirer les talents? Transformer l'image de l'assurance, je ne vais pas avoir la prétention d'y arriver. Transformer l'image de l'assurance, c'est un élément, c'est de faire les choses naturellement et comme on a envie de les faire. Après, une chose importante, c'est qu'on croit que c'est nous qui gardons les talents, mais c'est plutôt eux qui nous gardent. C'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc nous, on fait des efforts pour les garder, mais c'est eux maintenant, la nouvelle génération. C'est eux qui décident s'ils restent ou ils ne restent pas. C'est eux qui veulent te garder. Et il y en a qui ont des aspirations différentes. Il y en a qui veulent rentrer à 18h, d'autres qui veulent être peinards. Ils ne viendront pas travailler chez Achille. Mais c'est vraiment cet esprit d'équipe, cet esprit de famille qui fait que les gens vont rester chez nous. C'est le message clé, c'est eux qui nous gardent. Merci Ralph. Merci à toi.